Salut, c'est Greg. Il y a un thème qui revient souvent quand on interroge les gens pour savoir s'ils aimeraient vivre à l'étranger, c'est la sécurité. Ça fait 27 ans que j'habite à l'étranger et j'ai connu un certain nombre de situations où la question de la sécurité s'est posée. Dans cette vidéo, j'aborderai différents aspects de la sécurité physique, la couverture santé, la sécurité matérielle et la sécurité financière. À la fin de cette vidéo, j'ai un petit cadeau qui vous permettra de connaître un certain nombre d'astuces pour éviter les pièges à l'étranger. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. C'est parti! Commençons par un petit rappel des précautions de base quand on arrive à l'étranger. Tout d'abord, le document le plus important pour vous, c'est votre passeport avec le visa à l'intérieur, le cas échéant. Donc, gardez toujours une copie de votre passeport et de votre visa sur vous et l'original à l'hôtel ou chez vous, ou vice-versa si vous êtes obligé, comme en Chine par exemple, d'avoir l'original sur vous. Ensuite, ayez toujours une petite réserve de cash donc chez vous au cas où vous perdez vos moyens de paiement. La même chose pour les numéros de téléphone. Si vous perdez votre téléphone, ne soyez pas coincé. Notez les 10 numéros de téléphone les plus urgents, les plus importants sur un carnet que vous gardez à l'abri chez vous. Voilà. Et puis alors, une recommandation générale, il est toujours mieux de s'habiller de façon neutre pour le pays d'accueil, surtout au début, lorsque vous arrivez, afin de ne pas inutilement, je dirais, attirer l'attention d'une façon qui peut vous être éventuellement préjudiciable. Un petit conseil aussi, avant même de partir, pensez à vérifier que vos cartes bancaires marcheront bien dans le pays d'accueil où vous allez. Renseignez-vous avec votre banque que toutes les bonnes options ont été cochées de façon à ce que vous ne vous retrouviez pas devant le guichet automatique et être impossible de sortir des espèces. Voilà. Et puis alors, un deuxième conseil très pratique en ce qui concerne le fait de pouvoir avoir de l'internet facilement. Il existe aujourd'hui des petits appareils qu'on appelle Pocket Wi-Fi. Il y a différentes marques. Je vous mets dans la description le lien de celui que j'utilise, mais c'est extrêmement pratique dès qu'on arrive dans un pays. C'est très bon marché et ça permet d'avoir de l'internet n'importe où. Voilà. Alors maintenant, commençons avec le premier thème, la sécurité physique. Est-il plus dangereux pour sa sécurité physique d'être à l'étranger qu'en France par exemple? Alors quand on est en France, on connaît bien l'endroit où on habite et on connaît aussi quels sont les endroits relativement dangereux et si jamais on est obligé de les traverser, on sait quelles précautions prendre. À l'étranger, par définition, on peut être nouveau, donc ne pas connaître tout ça, mais je dirais la première fois qu'on arrive dans le pays, de toute façon, on sera amené à passer son temps d'abord pour les démarches d'immigration, pour le logement, pour la scolarité des enfants, bref, différentes démarches qui se font en général dans des endroits d'une ville qui sont relativement sûrs. Voilà. Et donc ça vous laisse le temps de pouvoir vous renseigner sur un certain nombre d'endroits ou de quartiers où là il faut être plus vigilant. Je vais vous raconter à ce sujet une petite anecdote sur ce qui m'est arrivé en arrivant à Panama. Pourtant j'avais passé un certain nombre d'années en Allemagne, j'ai fait pas mal de voyages, mais vous voyez, il y a toujours des choses qu'il faut bien préparer. Donc en arrivant à Panama, je n'avais pas fait énormément de préparation pour arriver dans le pays. Et quand je suis arrivé avec ma compagne, le fait est que personne n'est venu nous chercher à l'aéroport. C'était un dimanche soir et donc il a fallu qu'on se débrouille nous-mêmes alors qu'on ne connaissait pas la langue et on n'avait aucune idée du côté sûr ou dangereux du pays. Bref, un peu à l'aveugle. Donc on a fini par prendre un taxi et être conduit à l'hôtel. Évidemment, dans je dirais, la fatigue plus un peu le stress de l'inconnu, j'avais laissé mon sac avec l'argent, le passeport, tout dans le taxi et je m'en suis aperçu que le lendemain matin. Alors figurez-vous que des fois on peut avoir de la chance puisque en descendant à l'accueil
pour demander le numéro de téléphone de l'ambassade de France pour me renseigner comment refaire mon passeport, le chauffeur de taxi était revenu m'apporter mon sac. Mais en tout cas, c'était, je pense, un avertissement sans frais et depuis, j'ai toujours été extrêmement vigilant avec les documents de voyage. Voilà. Et puis alors, une autre chose qui m'est arrivée également en me baladant sans trop réfléchir dans Panama City, qui ressemble à une ville extrêmement accueillante et sûre. J'ai fait un jogging en allant un peu plus loin que d'habitude et j'ai traversé un quartier où c'est vrai, les gens commençaient à me regarder un peu bizarrement. Donc je l'ai traversé dans un sens, je l'ai traversé au retour et j'ai vu que c'était un quartier un peu différent des autres. Donc en me renseignant par la suite auprès de mes amis panaméens, ils m'ont dit horrifié, mais on ne met jamais les pieds dans ce quartier. Tu as eu de la chance, Grégory, parce que c'est connu que ce quartier n'est pas très bien famé. Voilà, j'étais juste en tenue de jogging, donc visiblement il ne pouvait pas m'arriver grand-chose, mais c'est quelque chose évidemment que j'ai évité de refaire. Voilà. Un autre exemple, ma fille adore faire de la photo et donc elle était partie faire des photos en ville et elle était en train de photographier une passerelle piéton avec un escalier. Et là, un homme qui descendait pense qu'il a été photographié, on ne sait pas trop. En tout cas, il était visiblement furieux et commençait à s'avancer rapidement vers ma fille qui était toute seule à ce moment-là. Donc elle s'est vite sauvée, mais c'est pour dire que dans des endroits où on ne connaît pas forcément les habitudes des gens et la culture, il peut y avoir un certain nombre de situations inattendues et donc il faut toujours rester assez vigilant et savoir comment réagir dans ces moments-là. Voilà. Deuxième thème, la couverture santé. Et c'est vrai qu'en France, on se pose souvent la question, mais comment ça marche à l'étranger? Ça ne doit pas être aussi bien ou on prend un risque. Voilà. Donc je voudrais tout de suite rassurer tout le monde, chaque pays a son propre système de santé, donc le seul challenge pour nous Français, c'est de comprendre la logique du système de santé local, mais qui n'est pas forcément plus dangereux ou moins protecteur que celui qu'on connaît. C'est simplement une façon différente de se couvrir pour sa santé et d'aller prendre des soins auprès du corps médical. Donc, par contre, évidemment, un risque qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que plus on s'éloigne géographiquement de chez soi, donc de son pays d'origine, la France, plus il va falloir se poser la question d'un éventuel rapatriement. C'est toujours bien au départ, quand on part, de s'assurer qu'on a une assurance voyage qui inclut un rapatriement éventuel, parce que ça, c'est vrai que ça peut coûter extrêmement cher si on n'est pas couvert. Il y a déjà eu des situations comme ça de jeunes en Chine qui n'étaient pas couverts et ça a coûté une fortune à leur famille pour pouvoir les ramener. Donc pensez à ça d'abord. Ensuite, quand vous arrivez dans le pays, il y a différents modèles pour être couvert de façon sereine. Donc quand on est français, il y a deux modèles. Il y a le modèle français pour l'étranger qui s'appelle la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, qui est en fait une extension de la sécurité sociale française. Donc il y a des cotisations un peu plus élevées pour que justement on puisse se faire soigner dans son pays d'accueil. Mais il faut savoir que selon le pays, il y a des plafonds de la CFE qui ne correspondent pas forcément au prix pratiqué dans le pays d'accueil si un certain nombre de soins sont particulièrement chers. Donc ça, il faut vérifier ça. Le deuxième modèle, qui est un modèle très très répandu dans le monde anglo-saxon, des expatriés anglo-saxons, ce sont des assurances privées portables, c'est-à-dire qu'elles ont été spécialement conçues pour tous les expatriés qui changent de pays tous les 2-3 ans et donc peuvent continuer d'être couverts quel que soit le pays où ils vont résider. Donc pas besoin de recommencer tout un schéma avec une nouvelle assurance. Vous gardez votre assurance toute votre vie avec tous les antécédents sont pris en compte.
Voilà. Et donc ces assurances, il y en a énormément, donc il faut les comparer. Le mieux, c'est de pouvoir, en fonction de sa propre santé, de ses propres habitudes, se faire conseiller un certain nombre d'assurances qui couvrent au mieux ce dont on a en général le plus besoin. Alors il faut savoir que dans beaucoup de pays, on fonctionne très différemment de la France, c'est-à-dire que le coût des soins de base sont très faibles, donc les gens ont l'habitude de payer pour ce type de soins de base. D'une façon générale, ils ont leurs économies préparées justement pour ça, quand il y a un petit problème de santé et qu'il faut simplement aller voir un généraliste, voir un spécialiste, mais enfin rien de très sérieux, et ça les gens financent eux-mêmes puisqu'il n'y a pas forcément de système de cotisation obligatoire. Voilà. Alors le problème, c'est quand on doit faire face à des traitements plus compliqués, plus chers au niveau santé, qu'on doit passer du temps à l'hôpital, des opérations plus compliquées. Donc pour cela, dans la plupart des pays, il existe donc des assurances volontaires, mais qui permettent justement de se couvrir au niveau de ce risque qui est forcément beaucoup plus rare que des soins habituels, mais qui néanmoins, du fait du montant éventuellement très élevé, peuvent représenter un gros problème si vous n'êtes pas couvert. Et donc ces assurances sont vraiment très flexibles, puisque vous pouvez vraiment choisir dans le menu ce qui vous concerne le plus directement, de façon à ne cotiser uniquement pour vos propres besoins. Je vous donne un exemple. Ma compagne a dû aller d'urgence consulter un dentiste lorsque nous étions au Mexique en tant que touristes, et nous n'avions aucune idée de ce que c'est, comment il faut faire, est-ce que c'est cher, et il s'avérait qu'en fait c'était très flexible, donc on a pu avoir un rendez-vous immédiatement. Le prix était vraiment très abordable par rapport aux standards français, donc aucune raison d'utiliser l'assurance que nous avions, mais on aurait pu le faire. Un deuxième exemple, à Hong Kong, qui n'est pas réputé être une ville très bon marché, il faut savoir que le système de santé publique, lui, est extrêmement bon marché. Vous payez 10 € pour n'importe quel soin. Par contre, donc dans le système public, il faut savoir que selon les soins, vous pouvez avoir un délai d'attente assez long. C'est pour ça qu'il y a aussi un système privé pour les gens qui veulent accéder aux soins plus rapidement, mais c'est plus cher, et donc vous avez le choix. Soit vous payez les 10 € avec vos économies, soit vous avez une bonne assurance pour aller dans le système privé pour être pris en charge plus vite. Mais en tout cas, dans tous les pays, il y a toujours une façon d'accéder aux soins pour un coût extrêmement abordable. Troisième thème, la sécurité matérielle. Donc là, je pense plus au niveau risque cambriolage ou vol d'objets à l'extérieur. Quand on arrive, évidemment, on ne connaît pas le niveau de vigilance qu'il faut avoir selon l'endroit où on va habiter. Donc il est extrêmement important de se renseigner auprès de toutes les personnes, non seulement les agents immobiliers évidemment, mais également toutes les personnes que vous allez côtoyer, pour rapidement avoir une idée de la façon dont il faut protéger vos biens chez vous, à l'hôtel ou ensuite dans votre appartement. Ensuite, évidemment, il y a un autre aspect, c'est-à-dire quand vous vous déplacez dans la ville, quand vous vous déplacez dans le pays, savoir quel est le niveau de risque de se faire éventuellement voler des effets personnels. Je vous donne un exemple. Lorsque nous sommes arrivés à Shanghai, la ville paraît extrêmement sûre, et nous sommes allés donc voir des meubles au magasin Ikea de Shanghai, et même dans ce magasin, le temps, nous avions le sac dans le chariot, le temps de regarder quelques meubles, de se retourner, le sac avait disparu.
Malheureusement, nous avions les clés, nous avions le plan pour rentrer chez nous, nous avions l'argent, enfin bref, ça a été assez compliqué par la suite. Ça nous a donné en tout cas une bonne leçon de toujours rester vigilant lorsqu'on ne connaît pas encore les risques du pays où on arrive. Voilà. Cette petite aventure malheureuse, en tout cas, nous a fait tirer les conséquences qu'il fallait et nous n'avons plus de problème par la suite à Shanghai. Quatrième thème, la sécurité financière. Donc là, le risque, évidemment, c'est que si vous arrivez dans un pays où vous n'avez pas de piste de travail, donc pas de contrat, pas encore vraiment de piste, vous arrivez avec un certain nombre d'économies en vous disant que ça vous permettra de tenir pour le temps de trouver du travail. Alors, la première chose à faire, c'est de vérifier quel est le coût de la vie dans la ville où vous arrivez par rapport à la France, de façon à calculer exactement combien de temps vous pouvez tenir sans revenu. Puisque si vous arrivez dans une ville chère comme Londres par exemple, vos économies vont fondre très vite. Alors pour cela, il y a des sites très bien faits qui vous permettent de comparer le coût de la vie entre deux villes. Je vous donne un exemple ici entre Paris et Hong Kong, où vous pouvez voir catégorie par catégorie les différences. Est-ce que c'est plus cher ou moins cher? Et c'est très intéressant puisque, par exemple, Hong Kong, qui est une ville réputée très chère, évidemment pour le logement, mais aussi pour d'autres choses, mais en revanche peut être moins cher pour, par exemple, l'alimentation ou pour un certain nombre de loisirs. Voilà. Et puis alors, je vous montre également un exemple avec Singapour qui vous montre que selon les catégories de dépenses, une ville ou l'autre peut être plus ou moins chère. Donc à vous de voir par rapport à vos besoins comment vous allez faire pour minimiser vos dépenses là où c'est relativement cher, et puis là où vous avez un peu plus de marge de manœuvre pour des dépenses qui sont bon marché dans la ville où vous êtes. Voilà. Donc ça, pour la sécurité financière, c'est extrêmement important pour ne pas avoir une expérience ou une déception qui fait que vous arrivez au bout de vos économies, vous n'avez toujours pas de revenus et vous êtes obligé de revenir. Dans beaucoup d'endroits à l'étranger, vous vous apercevrez qu'il y a même beaucoup plus de flexibilité pour maîtriser son budget qu'en étant en France. Je vous donne un exemple, Hong Kong encore une fois, puisque c'est là où j'habite en ce moment, mais tout doit être importé, donc beaucoup de produits coûtent plus cher qu'en France par exemple. Ceci dit, il existe énormément d'astuces pour pouvoir se fournir avec des prix beaucoup moins chers que si on va tout bêtement dans les jolis magasins qui importent des produits. Je pense à l'alimentation par exemple. Il faut savoir que il y a la communauté des Chinois de Chine continentale qui eux n'ont pas beaucoup de moyens forcément d'acheter des fruits et légumes importés, et avec l'application chinoise WeChat qui est l'équivalent de WhatsApp, ils ont créé des groupes pour acheter en gros des fruits et légumes de l'autre côté de la frontière, et ça leur permet d'avoir un camion qui vient tous les jours leur livrer des fruits et légumes dans leur quartier de façon extrêmement pratique et beaucoup moins cher que s'ils allaient au supermarché en bas de chez eux. Voilà. Donc il y a toute une série d'astuces pour les Français. Évidemment, il y a également énormément de groupes de gens pour acheter des produits français moins chers que s'ils vont simplement dans les magasins classiques. Voilà. Donc ça, c'est pour l'alimentation. Il y a également toute une série d'astuces pour s'équiper également à Hong Kong, qui est réputée être une ville chère, mais on s'aperçoit qu'en trouvant les bonnes combines, on peut même arriver à payer énormément de choses moins chères qu'en France. Donc ça, c'était pour les dépenses du quotidien, donc tout ce qui est court terme. Maintenant, je vais aussi vous parler un peu du long terme, parce que le but, quand vous arrivez dans un nouveau pays, à l'étranger, c'est de pouvoir vous y installer et puis de faire fructifier
votre revenu. Donc pour cela, vous verrez qu'il y a énormément de gens dont le métier est de vous conseiller à bâtir votre patrimoine, à économiser de l'argent de façon efficace. Et pour cela, vous vous apercevrez aussi qu'à l'étranger, il y a souvent énormément de solutions très flexibles, plus flexibles qu'en France, pour pouvoir faire grossir son patrimoine. Parce qu'à l'étranger, il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de cotisation obligatoire, que ce soit pour le chômage, pour la retraite. Et donc, c'est à tout un chacun de bâtir son propre patrimoine pour assurer ses arrières. Donc, il y a deux règles toujours à suivre, hein, c'est de bien équilibrer entre les placements plus risqués et les placements plus conservateurs, de façon à ce que tout votre argent ne risque pas de disparaître. Donc bien équilibrer vos économies sur ces différents types de placements. Et puis alors, une autre chose très importante, c'est que petit à petit, veillez à bien diversifier vos placements de façon à ce que, quoi qu'il arrive, vous ayez toujours un certain nombre de patrimoine qui continue de grossir, même si certains risquent de prendre un petit coup de temps à autre. Voilà. Et puis, donc, court terme, les dépenses du quotidien, plus de flexibilité à l'étranger, mais il faut prendre le temps de demander aux gens, de trouver les astuces. Et puis, la deuxième chose, donc, sur le long terme, avoir sa stratégie de gestion de son patrimoine de façon à pouvoir soi-même assurer ses arrières, puisque le pays dans lequel vous habitez n'a pas forcément de système obligatoire pour vous créer une retraite ou un certain nombre d'économies pour vous. Voilà. Alors pour résumer sur le fait de savoir s'il est plus risqué ou plus dangereux de vivre à l'étranger qu'en France, le problème évidemment c'est que si ça vous arrive et que vous êtes pris de court, ça peut être plus compliqué lorsque vous êtes à l'étranger avec moins de repères que si vous êtes en France. Mais la solution, c'est qu'à l'étranger, il est très facile de s'adresser tout de suite, quel que soit le problème qui vous arrive, à des personnes qui vont pouvoir vous aider, notamment en tant que Français. Sachez que dans n'importe quelle grande ville du monde, il y a des consulats avec des gens qui pourront tout de suite vous dire quelle est la démarche à suivre pour vous sortir d'une situation qui vous arrive et où vous ne savez pas forcément comment faire. Et puis alors, également, ce qui est très utile, c'est de tout de suite prendre des contacts avec des Français qui habitent depuis longtemps dans le pays et qui connaissent déjà ce type de situation qui vous arrive peut-être, de façon à tout de suite vous guider et vous orienter vers les bonnes personnes de façon à trouver une solution rapide à votre problème. Et puis alors, la troisième façon justement de pouvoir gérer des situations éventuellement compliquées qui se présentent à vous, c'est la formation, c'est de se préparer avant de partir. Et à ce sujet, je vous propose dans un lien dans la description de cette vidéo, une liste de 51 conseils de ma propre expérience de 27 ans de vie à l'étranger qui balayent différents aspects de l'expatriation et qui vous donneront un certain nombre de choses à connaître, d'astuces à savoir pour justement éviter de se retrouver dans des situations un peu compliquées qui peuvent toucher à votre sécurité. Cette liste est téléchargeable en 2 clics sur mon site expatriation.info. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce levé et surtout partagez-la avec vos amis qui sont intéressés par le sujet de l'expatriation. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!